Au Niger, Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane s'affrontent au second tour de la présidentielle le 21 février prochain. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. En Centrafrique, les rebelles sont appelés à baisser les armes. Les pays africains de la région des Grands Lacs ont formulé une déclaration à cet effet. C'était au cours d'un mini-sommet. Et puis en Tunisie, plus de peur que de mal, le courrier suspect reçu par la présidence de la République ne contenait aucune matière dangereuse. C'est ce qu'indique le parquet de Tunis. Précision à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. La Cour constitutionnelle du Niger confirme la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle le 21 février prochain. Les deux candidats qui s'affronteront sont Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, et l'ex-président de la République Mahaman Ousmane, arrivés respectivement en tête et en deuxième position sur les 30 candidats de départ. Reportage. Selon les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle proclamée par la Cour constitutionnelle, les deux premiers candidats arrivés en tête, Bazoum Mohamed avec 39,30% des voix et Mahaman Ousmane, 16,98%, sont les deux candidats autorisés à se présenter au second tour le 21 février prochain. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante, constate qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. L'écart confirmé par la Cour entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane est de plus d'1,57 million voix. Presque tous les recours introduits auprès de la Cour ont été rejetés. C'est ainsi qu'entre autres, la Cour a rejeté le recours à l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle introduit par Mahaman Ousmane à travers son conseil. Selon l'article 90 du Code électoral, en cas de ballottage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour, c'est-à-dire ce dimanche. Elle sera close l'avant-veille du second tour à minuit. Dans les prochaines heures également, on s'attend à plusieurs déclarations de ralliement des partis politiques aux deux candidats. Les représentants de plusieurs pays africains de la région des Grands Lacs se sont réunis en début de week-end à Luanda pour un mini-sommet sur la situation en Centrafrique. Ils ont appelé les rebelles qui tentent de renverser le régime du président Touadéra à cesser le feu. Les responsables africains au mini-sommet ont affirmé leur volonté de voir une région des Grands Lacs sans conflit armé, sans mort ni déplacement forcé des habitants. Dans les conclusions de l'assise, ils ont appelé les forces rebelles en Centrafrique à un cessez-le-feu unilatéral et immédiat. Le Tchad ne fait pas partie de la conférence des pays des Grands Lacs, mais a été convié du fait de sa grande influence sur la sécurité de la sous-région. Sous le coup d'un embargo sur les armes lourdes, la Centrafrique a récemment plaidé en faveur d'une levée de cette mesure pour lutter contre les groupes armés. À Luanda, les chefs d'État africains présents ont déclaré qu'ils soutiendraient la demande de la Centrafrique auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Présent au sommet, le président Faustin-Archange Touadéra a été officiellement réélu avec un faible taux de participation pour un second mandat à la tête de la Centrafrique le 18 janvier dernier. Majoritairement sous contrôle rebelle, la République centrafricaine a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 15 jours. Les violences en Centrafrique ont obligé plus de 200 000 personnes en moins de 2 mois à fuir leur foyer selon l'ONU. Andou, à l'extrême nord de la République démocratique du Congo, dans la province enclavée près de Bangassou, près de 30 000 réfugiés vivent dans des conditions précaires. Après une attaque de leur ville par la coalition rebelle, des milliers de familles ont sauté dans des pirogues ou traversé à la nage la rivière pour trouver refuge en RDC. Les violences en Centrafrique ont donc déplacé plus de 200 000 personnes. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR, quelques 92 000 réfugiés sont arrivés en République démocratique du Congo, d'après les autorités locales. Et quelques 13 240 autres ont fui au Cameroun, au Tchad et au Congo depuis le lancement en décembre d'une offensive de groupes armés visant la capitale Bangui.
soit plus de 105 000 au total, un chiffre nettement plus élevé que les plus de 30 000 signalés par le HCR le 8 janvier. Ces dernières semaines, depuis le 3 janvier, les CPC avaient attaqué la ville de Bangassou et pas mal de gens avaient quitté aussi Bangassou pour traverser ici derrière nous. Vu que les contraintes logistiques sont énormes, c'est très difficile d'acheminer l'assistance humanitaire dans cette partie, tout en sachant que les besoins les besoins des réfugiés que nous avons vus sont énormes. Les réfugiés continuent d'affluer, a déclaré un porte-parole de l'agence de l'ONU lors d'un point de presse. Par ailleurs, a-t-il indiqué, quelques 100 000 personnes restent déplacées à l'intérieur de la Centrafrique, selon des chiffres compilés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. Il y avait la guerre de l'autre côté. Alors nous avons accueilli plus de 25 000 réfugiés centrafricains qui sont maintenant. Ici, il y a la population moins de 1500 personnes. Mais les réfugiés qui sont ici maintenant, c'est 10 fois plus que la population d'Indou. C'est eux qui sont presque dominantes ici à Indou. Selon le HCR, l'instabilité persistante entrave les efforts d'aide humanitaire et pose des difficultés pour accéder auprès des déplacés internes. Et la route principale habituellement empruntée pour ravitailler Bangui a été fermée. La République centrafricaine a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays, majoritairement sous contrôle de groupes armés. 384 citoyens nigériens rentrent chez eux d'Arabie Saoudite après avoir été bloqués pendant des mois par la pandémie du coronavirus. Beaucoup parlent de leur maltraitance dans des camps de détention gérés par les autorités saoudiennes. Un autre groupe de migrants économiques bloqués doit donc être rapatrié par avion, ce qui fera un total de 800 Nigériens rapatriés. Notre expérience en Arabie Saoudite est plutôt terrible, pour être franc, parce que ce que le gouvernement saoudien nous a fait n'est pas bien. Nous sommes ceux qui ont été pris et détenus à Riyad. Cette vidéo provient donc de Riyad et elle a été enregistrée dans une seule pièce. Nous l'appelons la salle 11. Si vous la regardez, ce que vous voyez dans cette vidéo est vrai. C'est vraiment vrai. Le gouvernement saoudien nous a maltraités. Saudi government have maltreated us. Si vous demandez à un grand nombre d'entre nous ici, c'est ce qu'ils vont vous dire. Peut-être que certains vous diront pire que ce que j'ai dit. Donc, comme je l'ai déjà dit, ceux qui sont entrés avec des documents valables ne doivent pas être traités comme cela. Même ceux qui sont entrés avec des documents de la Umrah, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais ils nous ont rassemblés comme des animaux. Ils nous ont maltraités. J'ai voyagé en Arabie Saoudite pour gagner de l'argent. J'ai un document valide qui justifie mon séjour. Mon document a expiré après 9 mois et j'ai été arrêté par l'immigration. Ils ont saisi mes documents et m'ont détenu. J'ai été en détention pendant 5 mois et je ne sais pas ce que j'ai fait pour être détenu aussi longtemps. Lorsque les gens ont attendu un certain temps, l'agitation s'installe. Donc, quand vous entendez ce genre de commentaires, ce n'est pas comme si les autorités saoudiennes les maltraitaient. C'est juste que l'attente et le désir de rentrer chez eux les ont fait languir pour leur pays. C'est ce que je peux dire. Le parquet de Tunis a affirmé que le courrier suspect reçu par la présidence de la République ne contenait aucune matière dangereuse, en citant les premiers éléments de l'enquête. On voit tout cela dans cet élément. La présidence tunisienne avait annoncé jeudi la brève hospitalisation de la directrice du cabinet à la présidence, Nadia Akacha, après avoir manipulé mercredi un courrier destiné au chef de l'État Kais Saïed et a évoqué une tentative d'empoisonnement. La directrice du cabinet a fait un malaise, perdant partiellement la vue avec d'importants maux de tête. Selon la présidence, le courrier n'est pas arrivé entre les mains du président qui est en bonne santé. Plusieurs médias ont évoqué une possible lettre à la ricine, un poison potentiellement mortel et une enquête judiciaire a été ouverte. Le porte-parole du parquet de Tunis, Mohsen Dali, a indiqué vendredi que selon les résultats des analyses effectuées par la sous-direction des laboratoires scientifiques et criminalistiques au ministère de l'Intérieur, le courrier ne contenait aucune matière suspecte, toxique ou dangereuse. Dès l'annonce de cette affaire qui fait
scandale en Tunisie, plusieurs partis politiques et des chefs d'État arabes ont exprimé leur soutien à Saïd. L'enquête sur cette affaire est toujours en cours. Elle intervient dans un contexte politique très tendu, notamment après un bras de fer au sujet d'un remaniement gouvernemental entre Saïd et le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principal parti au Parlement. Le roi Mohamed VI a été vacciné contre le coronavirus, donnant ainsi le coup d'envoi à la campagne nationale de vaccination dans le pays. C'est ce qu'a annoncé donc un communiqué du Palais Royal. Le Palais Royal n'a pas précisé quel vaccin avait été administré au roi. Le Maroc avait indiqué fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm, et il a reçu récemment les premières livraisons. La campagne de vaccination se déroulera de façon progressive et par tranche et bénéficiera à l'ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus, soit environ 25 millions de personnes, indique jeudi le communiqué officiel. La campagne sera gratuite pour l'ensemble des citoyens, l'objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale, selon le texte. Le Maroc, pays de 35 millions d'habitants où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur depuis la mi-mars, a enregistré plus de 469 000 cas de contamination, dont 8 224 décès, selon le dernier bilan officiel. La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur l'économie du pays, où un couvre-feu a été réinstauré depuis le 23 décembre. La pandémie touche avant tout les villes à forte densité urbaine, comme la capitale économique Casablanca et la ville populaire de Salé, accolée à Rabat. Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans. Le ministère de la Santé a lancé vendredi une campagne de communication sur le thème « Je me protège et je protège mon pays » et les premiers rendez-vous devraient commencer vendredi matin. Les experts de l'OMS se sont rendus ce samedi à Wuhan, dans le centre de la Chine, dans le premier hôpital à avoir accueilli des malades du coronavirus au deuxième jour de leur enquête de terrain sur l'origine de ce virus. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les enquêteurs se sont rendus dans la matinée dans ce premier établissement à avoir accueilli des patients atteints de ce qui n'était alors qu'un mystérieux virus. Premier pays frappé par l'épidémie, la Chine est quasi muette sur cette visite ultra sensible politiquement pour Pékin, accusée d'avoir tardé à réagir face au premier cas de Covid. La visite a été une occasion importante pour parler directement avec les médecins qui étaient sur le terrain à ce moment critique de la lutte contre le Covid, a tweeté Peter Daszak, un des membres de la délégation. Il a toutefois évoqué des visites, notamment à l'Institut de virologie de Wuhan et sur un marché de la ville où des animaux exotiques étaient vendus vivants et où le virus a pu se transmettre à l'homme. Un fort doute subsiste toutefois sur l'intérêt des éléments que les enquêteurs seront en mesure de réunir plus d'un an après le début de la pandémie et face à des autorités chinoises connues pour leur opacité sur les sujets polémiques. Entaché par une gestion controversée durant les premières semaines de l'épidémie, le pouvoir communiste a ainsi lancé à Wuhan une immense exposition pour redorer son image et célébrer la victoire revendiquée de la Chine face au coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a tenté vendredi de tempérer les attentes autour de cette mission. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.